Alors, tour du démoniste. Bon, là je suis tout seul vu que le bourrin malheureusement a dû s'absenter. Donc je vais faire probablement le démoniste tout seul. Je sais pas si je ferai une autre classe entre temps, on verra si je l'attends ou pas. Mais bon, on verra. Bref, alors, le démoniste. Donc le démoniste, on a eu sa quête, on a eu sa légendaire, on a eu pas mal de choses pour le démoniste. Euh, un petit topo sur le démoniste actuellement. Il y a des os qui parfois traînent de temps en temps. Tu as une version entre guillemets avec Rafam, tu as une version beaucoup plus agressive avec Leroy, je parle du zoo en général. Mais tu as aussi une version contrôle avec le rebondissement qui remet dans la main, qui marche pas très bien et tout. Donc là, le démoniste est un peu quand même en difficulté. On verra si les cartes qui ont été apportées vont lui être utiles. Bref, donc commençons avec la quête. Archéologie suprême. Quête, piocher 20 cartes. Récompense, tome de l'origine. Tome de l'origine que voilà. Donc, pour 2 mana, vous piochez une carte, elle coûte 0 cristal. Donc, c'est un peu. Je sais pas si vous vous rappelez le Wilfried Boom, une carte du grand tournoi, une 4-4 pour 6, qui, lorsqu'elle était sur le board et que vous utilisez votre pouvoir héroïque, la carte que vous piochez coûtait 0. Enfin, ça, c'est la même chose, sauf que ça coûte 2. On s'était pas joué du tout, c'était nul à chier même. Parce que Wilfred Boom c'était une 4-4 pour 6 que tu devais jouer, que tu devais attendre le tour 8 pour jouer avec pouvoir héroïque, ça se fait trade, c'est mort. Là, tu l'as, 0 cristal, ça reste. Donc, c'est sur ce point de vue-là, c'est très solide à avoir, clairement. Par contre, la quête piocher 20 cartes, sur le papier, c'est nul. Parce que dans Hearthstone, on a 30 cartes. On commence la partie avec 4 cartes en main ou 5 cartes en main, parce que la première carte piocher ne compte pas, vu que tu dois jouer la quête au tour 1. Donc tu te retrouves avec 26 ou 25 cartes dans le deck. Si tu en pioches 20, il te reste à peu près 5-6 cartes dans le deck, avec lesquelles tu pourras utiliser ta pouvoir héroïque, mais vu qu'au début de chaque tour, tu en pioches une, tu ne pourras le rentabiliser que 3 fois, entre guillemets, vu que sur les 3 tours à venir, tu en piocheras une, et tu utiliseras probablement ton pouvoir héroïque, ce qui fera que tu auras 3 cartes qui coûtent 0 et tu seras à la fatigue. Bien évidemment, il y a des moyens de pallier à ça. Et c'est le but donc de ce que je vais montrer, des combos que j'ai trouvés. La première, c'est rebondissement. Carte pour moi obligatoire. Obligatoire en double exemplaire dans ce deck quête. Parce qu'en fait, elle va pas t'approcher de la fatigue, elle va juste te renouveler ta main tout en augmentant la quête. C'est-à-dire que lorsque tu vas jouer cette carte et par exemple tu as 5 cartes en main, elle va mettre 5 cartes dans le deck, tu vas en piocher 5, ça va avancer de 5 la quête. Donc à ce moment-là, tu peux complètement faire la quête avec double rebondissement et finir la quête assez rapidement. Genre avant bien avant le tour 10 quoi. Et il te restera beaucoup de value pour essayer de piocher, etc. pour faire 0, 0, 0. Donc rebondissement obligatoire dans ce deck. C'est vraiment, pour moi, obligatoire double exemplaire si tu veux finir la quête. Sans t'approcher trop de la fatigue. Élec amélioré. Donc j'ai mis l'élec amélioré en combo avec le rebondissement, bien sûr. C'est-à-dire que c'est une combo assez sombre. Je la vois pas souvent, voire jamais. Mais si tu joues donc rebondissement avec un élec sur le board, ce que ça va faire, c'est que ça va mettre les cartes dans ton deck. Donc par exemple 5 cartes, admettons. Mais que ça va mettre aussi une copie de chacune des cartes que tu as mis, comme le texte de l'ELAC le montre. Par contre, tu vas piocher 5 cartes. Tu ne vas pas piocher le double, bien sûr. Tu vas juste piocher le nombre de cartes que tu as mis. Ensuite, l'ELAC, lui, va en mettre, va les copier, va toutes les mettre, encore une fois. Donc 5 cartes supplémentaires, par exemple. Et ensuite, à ce moment-là, toi, tu repioches 5 cartes. Donc ça, pourquoi ça avance pas plus la quête que jouer un rebondissement normal. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que ça te permet encore plus d'augmenter la taille de ton deck, ce qui augmentera considérablement la value du tome de l'origine. Plus tu piocheras et tu auras des cartes à 0 dans ton deck, que tu piocheras des cartes qui coûteront 0, plus le pouvoir héroïque sera rentable. C'est ça qu'il faut se dire. J'ai mis aussi le garde portail. Carte inexistante, jamais jouée, testée un peu, notamment par ma personne. Flop total, catastrophique, mais qui peut-être, je dis bien peut-être, pourrait être utilisable
dans ce genre de deck parce que au final, tu places trois cartes qui vont être jouées dès qu'elles seront piochées, donc c'est pas réellement des cartes, mais qui compteront pour la quête. C'est-à-dire que quand elles seront piochées et que le démon rué arrivera sur le board, je zoome un peu, le démon rué arrivera sur le board, à ce moment-là, ça comptera un de plus pour la quête. Donc cette carte en soi, elle te donne trois, on va dire, trois shots supplémentaires pour, pour finir la quête. Pareil pour le démon supérieur de portail. Donc la différence c'est que c'est une 5-6 au lieu d'une 5-2, mais qui fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'elle va te mettre des portails dans ton deck qui vont compter pour la quête. Voilà. Donc si vraiment tu veux maximiser l'utilité de la quête, avec des rebondissements, tu veux vraiment avoir un deck rempli qui puisse donc, où tu puisses pardon, profiter du pouvoir héroïque et piocher des cartes à zéro, c'est pas parfait hein, parce que les cartes sont très très moyennes, voire nulles, mais c'est une alternative en tout cas. Elysiana, bon, pas besoin d'expliquer pourquoi. Bon, là elle coûte 8, en l'occurrence elle coûte 9 maintenant, donc j'ai pris un screen pour que ça soit plus lisible, mais elle coûte 9 maintenant, là elle était nerf. Mais tout ça pour dire qu'une fois la quête complétée et le deck vidé, tu peux jouer Elysiana. Notamment, le choix de tes cartes sera influencé par le fait que tu aies le pouvoir héroïque. C'est-à-dire que avec Archiviste Elysiana en place, les choix que tu feras dans, dans les découvertes, les 5 découvertes qui te seront proposées, seront bien différentes que ce que tu ferais en temps normal. Parce que tu as un pouvoir héroïque qui va aller chercher des cartes pour zéro. Ce qui fait que une fois le pouvoir héroïque installé, tu vas probablement aller chercher avec Elysiana quand tu la joueras les cartes les plus chères possibles, les plus value. Parce que tu sais que même si au début de chaque tour tu en piocheras une, tu en auras toujours une gratuite. À moins que tu ne veuilles pas piocher pour une raison de fatigue et tout, mais j'en doute. Ton deck, il faut optimiser ton pouvoir héroïque pour essayer d'avancer le plus possible. Gratuitement, pour essayer de faire. En fait, c'est un parfait mélange entre tempo et value. C'est ce que je disais hier à la brute, au bourrin. C'est que quand les meilleurs decks, les meilleures cartes en tout cas, carry, on va dire, les meilleures cartes qui essayent dans le deck joue autour, on va dire, sont les cartes qui manient tempo et value. Un exemple parfait, c'est Doctor Boom, pouvoir héroïque, carte héroïque, pardon, qui est le parfait mélange entre tempo et value. C'est une value immense, avec un pouvoir héroïque qui a une value de malade, tout simplement, et une tempo considérable. Vos mechas en ruée. C'est juste incroyable en fait. C'est ça qui permet d'être aussi fort dans la méta et de dominer la méta, cette carte. Agatha aussi, c'est vraiment solide parce que tu as le côté tempo qui fait que tu joues des créatures, quoi qu'il arrive, et en même temps tu vas récupérer des sorts. Bon, c'est un peu moins solide que le Docteur Boom, bien sûr, parce que les mechas sont très solides, rués et tout, mais c'est super solide aussi. Donc là, je dis pas que ça va être le cas de cette quête, bien loin de là, mais on est à peu près dans cette approche. C'est-à-dire qu'on va récupérer de la value en piochant. Le pouvoir héroïque du démoniste, la pioche c'est 100% value, tu pioches pour 2, etc. Mais tu auras cette fois-ci une compensation de tempo qui fait que ça coûtera 0. Ça va être extrêmement solide, notamment en combo avec Rafam. Je sais pas si je l'ai mis Rafam. Non, j'ai pas mis Rafam. Mais Rafam, maintenant, avec cette quête, sera beaucoup plus solide. Parce que maintenant, le problème de Rafam, c'est qu'en général, tu joues une légendaire par tour, voire deux légendaires nuls. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ça va te permettre de jouer deux légendaires par tour. Une légendaire qui coûte 8 ou moins, et une légendaire que tu auras pioché pour 0 dans ton deck. Ce qui fera que Rafam sera beaucoup plus solide, je pense. Notamment avec ce. Il sera joué probablement dans ce deck. Alors, j'ai mis embaumement. Embaumement diabolique, pardon. Une carte pour 4, détruit un serviteur, place 3 diablotins sans valeur dans votre deck. C'est une nouvelle carte qui n'est pas encore sortie, que je présenterai aussi plus tard. Je choisis les ordres de mettre légendaire, épique, etc. Même si je présente des cartes que je n'ai pas encore présentées, c'est pas grave, vous les verrez plus tard. Cette carte combat très bien avec la quête parce que, en fait, c'est détruire un serviteur pour carte. C'est super, surtout pour le démoniste qui cherche des réponses un peu plus early qu'un Siphon Soul, siphonner de l'âme. On a déjà vu donc des cartes du démoniste qui pour 4 détruisaient un serviteur, il me semble que c'était Gadgetzan, oui, qui détruisait un serviteur pour 4 et qui en compensation te détruisait un de tes cristaux mana. Là, ça met 3-1-1 dans ton deck
J'aime à penser que c'est un peu moins punitif que détruire un Christ de mana. Euh, mais cette punition peut tourner à ton avantage, notamment avec cette quête qui, te- pas t'oblige, mais qui t'incite en tout cas à aller mettre d'autres créatures dans ton deck, d'autres cartes dans ton deck pour essayer de maximiser ensuite le pouvoir héroïque. Donc une carte à effet très positif et dont l'effet négatif peut être tourné en notre faveur, c'est... Je suis tout oui. La suite. Bon, là c'est la note. 2 étoiles. Pourquoi 2? Voilà, depuis tout à l'heure, j'ai fait à peu près l'éloge de cette carte. Bon, j'explique un peu les combos qui sont possibles. On a donc le rebondissement avec les legs, ça peut faire des trucs un peu pas mal. Le garde-portail, j'y crois pas trop. Ilziana, peut-être. Ça sera probablement joué dans le deck. Rafam, j'en ai parlé, je l'ai pas mis. Erreur de ma part, mais ça sera probablement joué dans le deck quête à 100%. Pourquoi 2? Déjà, c'est quoi 2 étoiles? Une étoile, c'est injouable, nul, catastrophique, il y a tellement mieux. 2 étoiles, c'est il y a du potentiel, mais c'est pas assez bon pour moi. C'est-à-dire que pour moi, ça va rencontrer le même problème. C'est bizarre à dire parce que j'y crois, hein. Je vais jouer cette carte, je vais vraiment la jouer. Mais pour moi, ça va s'essouffler avec le temps et ça va rencontrer le même problème que rencontre actuellement le démoniste, on va dire, rebondissement. C'est-à-dire qu'il y a des combos possibles, il y a des choses qui peuvent être faites avec la nouvelle la légendaire de l'éveil des ombres, le Beltrug, il me semble, à 5-7 pour 8 qui invoque une copie d'un serviteur quand il est pioché, etc. Ça peut faire des trucs de ouf. Mais on a vu que c'était lent, on a vu que c'était pas assez value, ça battait jamais les guerriers, même avec des versions Akar, on a vu que ça tremblait, c'était pas assez ouf. Ça, est-ce que ça va apporter un second souffle? Je pense, oui, ça va s'améliorer, mais de tout ce que j'ai vu, parce que j'ai pas toutes les cartes, encore une fois, je pense pas que l'archétype soit à la hauteur. J'ai beaucoup plus d'espoir pour le zoo, le démoniste zoo, qu'on verra tout de suite avec de nouvelles cartes. Anyway, passons à la suite. Deuxième légendaire du démoniste. Donc, une 4-4 pour 5, le pharaon sombre Tekan, qui est en cri de guerre. Pendant le reste de la partie, vos laquais en 4-4. Alors, que dire de cette carte? C'est une carte qui nous rappelle bien évidemment la quête du voleur, qui, après avoir joué au début, à la première présentation de la carte, pardon, 4 serviteurs de même nom, te donnait la possibilité de jouer un sort qui coûte 5, qui faisait que toutes tes créatures ont 5-5. Donc sont des 5-5. Là, on a la même chose sans quête au préalable. On la joue, ça active directement, bien évidemment que sur les laquais. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est nul? Est-ce que c'est moyen? C'est une grande question. Très 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 mystérieuse cette carte. J'ai vu beaucoup de personnes, notamment quand elle est sortie la carte, en discuter. J'ai vu des streamers et tout, qui disent que cette carte est juste trop cheat. La plupart des gens étaient d'accord. Cette carte est trop cheat, 5 étoiles, etc. Je, j'ai un autre pressentiment personnellement. Je pense, à moins que je me trompe et que malheureusement ils sortent beaucoup de générateurs de laquais encore, un ou deux autres en neutre ou en démoniste, ce que j'en doute. Mais s'ils en sortent, par exemple dans les cartes qui vont sortir à la fin, parce qu'il en reste encore à peu près 50 que j'ai pas vu quoi, qui vont montrer donc des générateurs de laquais, je pense qu'il n'y a pas assez de laquais pour pouvoir profiter de ce sort pleinement. Parce que n'oublions pas que ça va être joué à peu près dans un deck Zo, on va pas se le cacher. Parce que voilà, je vois pas où tu jouerais les laquais autrement. Deck contrôle, non, jamais. Ouais, un deck Zo. Et tu joues quand même une 4-4 pour 5. Qui probablement ne fait rien en arrivant. Peut-être tu as gardé des laquais pour jouer, bien sûr. À partir du moment où tu joues un 2 laquais, c'est déjà rentable. Il n'y a rien à dire. Par contre, la questionnement que je me pose, c'est que il pose un problème au niveau de la curve. C'est-à-dire que ça va être le genre de carte que tu ne vas jamais garder en main de départ en Zo. Jamais. Tu ne vas pas garder cette carte en main de départ. C'est une carte beaucoup trop lente, une 4-4 pour 5, qui n'est même pas bonne à jouer toute seule. Et pour moi, tu ne vas pas jouer cette carte, tu ne vas pas la garder pardon, en main de départ.
Et à partir du moment où tu la gardes pas en main de départ, mais que ça t'arrange de l'avoir le plus tôt possible, c'est-à-dire au tour 5, la jouer, ça pose un problème. C'est-à-dire que c'est une carte que tu vas pas chercher au mulligan, mais que tu aimerais jouer en curve probablement pour essayer d'avoir le plus de value au cours de la game avec les laquais. Et ça, juste ça, ça me pose des questions sur sa force. Ça, la force de la carte est indéniable. Je pense qu'on est tous d'accord. Mais je me questionne, est-ce que l'archétype, elle va trouver l'archétype, en fait, dans laquelle elle est née pour. C'est-à-dire que j'arrive pas à la voir en zoo agressif, peut-être un zoo un peu plus value. C'est lent un peu, je trouve. Et je sais pas. Bon, bien évidemment, je présente le génie du mal qui va être la principale ressource de cette carte. Détruire un serviteur allié, ajoute deux laquais aléatoires dans votre main. Pas un, mais deux laquais. On a vu comment les laquais c'est fort. Ça combotte extrêmement bien avec ça. Deux laquais 4-4. Rien à dire. J'ai montré le raccableur qui est un autre générateur de laquais qui te donne un neutre. C'est le seul générateur de laquais neutre. Donc pour le moment, il faut bien se dire que c'est tout ce qu'on a en laquais. Générateur de laquais. C'est tout. Ça m'étonnerait absolument pas qu'on ait un autre générateur de laquais qui arrive, mais je ne sais pas s'ils ils en mettront plusieurs. Moi, mon intuition, au jour d'aujourd'hui, donc quel jour on est? On est le 30 juillet. Au jour d'aujourd'hui, il manque une cinquantaine de cartes à dévoiler, un peu plus. J'ai l'impression et l'intuition qu'ils ne dévoileront pas plus de un générateur de laquais neutre. Deux grand maximum. Ça, sinon, ça va devenir trop toxique. Moi, je pense qu'ils vont en mettre un, probablement en râle d'agonie, parce que lui, il est déjà en cri de guerre. Pourquoi pas, je sais pas, une sorte de 3-3 pour 3 râles d'agonie donne un laquais dans votre main, ce qui est très fort. Ou un truc genre 3-2 pour 3. Un truc un peu plus difficile à voir, qui ferait que ça rendrait pas invivable les voleurs et ce genre de choses, mais un générateur de laquais en plus pour des classes qui en ont besoin, un peu comme le chaman, un peu comme le démoniste, qui a peut-être besoin d'un peu, encore un petit coup de pouce pour que cette carte soit vraiment, vraiment jouable. Moi, mais l'intuition que j'ai, c'est qu'ils ne mettront qu'un seul générateur de laquais, et c'est pour ça que j'ai des doutes sur cette carte. Bref, donc on a ce générateur de laquais, et voilà donc ma note. 3 étoiles. Alors, bien évidemment, cette carte, on peut se dire, waouh, elle coûte 4 quoi. Ça, c'est 4 étoiles, pardon. Parce que, voire 5 certains donnent 5. Mais bon, 5 je pense pas, clairement pas. Elle a des faiblesses quand même. C'est une carte qui a des faiblesses. À partir du moment où c'est une carte qui a pas mal de faiblesses, c'est-à-dire que si tu pioches pas tes laquais, elle est nulle, le body est nul quand tu le joues, tu peux pas être 5 étoiles. Pour moi, c'est typiquement la définition d'une carte 4 étoiles si elle se trouve qu'elle sera jouée en zoo dans tous les decks. Par contre, moi j'ai l'intuition que ce ne sera pas forcément le cas. Il y aura des tests qui vont être faits avec cette carte, clairement, et j'ai l'impression que petit à petit elle va perdre sa place. Pourquoi j'ai mis 3 et donc pas 2 si je pense qu'elle va disparaître? Parce que c'est une carte qui, à un moment donné, que ce soit maintenant, un peu plus tard dans la méta, va trouver sa place quelque part, je pense. Peut-être perdre sa place dans l'archétype tier 1 ou tier 2 qui en émanera, mais peut-être dans un deck à côté où elle sera vraiment très ok, ou peut-être qu'il y aura certains joueurs qui joueront, certains joueurs qui la joueront pas, mais moi je suis convaincu qu'elle ne sera pas auto-incluse dans tous les decks. C'est le pari que je prends, et c'est mon intuition, et j'ai expliqué pourquoi. Je ne sais pas si vous êtes convaincu, si vous serez convaincu, pardon, de ce que j'ai dit, et c'est l'intuition que j'ai. Ça dépendra en fait des générateurs de laquais qu'on aura. Mais moi, même si j'ai pas encore vu, j'ai l'intuition qu'il n'y en aura pas énormément, et que cette carte donc sera très 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 ok, voire très bonne parfois, mais parfois nulle. Et c'est ça le souci, c'est pour ça que je donne 3 étoiles. Bref, la suite. Le tranche-faille, un démon, 7-5 pour 6, donc des statistiques un peu moyennes, parce que 5 points de vie pour 6, c'est pas ce qu'on veut. Détruit un serviteur, votre héros subit des dégâts d'un montant égal à ses PV. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 6, tu as une 7-5 sur le board, qui détruit la créature que tu veux, et qui t'inflige des dégâts à ton héros. Je viens de répéter ce que dit la carte, mais ça nous rappelle une autre carte. Je ne sais pas si vous vous rappelez. L'anéantissement du roi Lich. Donc les cartes du roi Lich, qui étaient donc soit ramenées par Arfus de 2 pour 2 râles d'agonie, donne une carte du roi Lich, soit par le roi Lich lui-même, qui à la fin de chaque tour t'en donnait une aléatoire.
Il y en avait une d'entre elles qui était anéantissement. Pour 2, détruire un serviteur, votre héros subit des dégâts d'un montant égal à ses PV. Donc en fait, pour 6 mana, tu as un anéantissement et un body 7-5. Est-ce que l'anéantissement c'était bon? Oui. Toutes les cartes du roi Lich étaient out value, étaient vraiment des cartes super value. Donc en fait, on était dans une situation. Attends, on est pardon. Tac. Ouais. Donc on était dans une situation où, quelle que soit la carte du roi Lich qui nous était donnée, bien évidemment, la plupart du temps, on voulait telle ou telle carte dans telle ou telle situation. Mais on était toujours content de jouer le roi Lich parce qu'il nous donnait toujours une carte qui toujours pouvait être utile. Notamment celle-ci. Tu pouvais, si tu étais low life, cible une créature à peu de points de vie. C'était toujours bien en fait. C'était toujours vraiment bien. Donc, l'effet, très bon effet. Ne pas sous-estimer. Faut pas se dire, ouais, mais si je tape un truc, un géant du mage, 8-8, je vais prendre 8 dégâts. Ouais, tu prendras 8, mais tu tueras sa 8-8 et tu auras une 7-5 sur le board. C'est énorme. Il n'y a pas beaucoup de cartes qui font ça. Siphonner de l'âme, tu le tues, t'as pas de board. Tu prends pas de dégâts, certes, tu te heal de 3, t'as pas de board. Ouais. Là, c'est super polyvalent. Tu peux aussi, par exemple, finir un trade avec. Par exemple, tu as un géant, tu avais une créature, je sais pas moi, n'importe quoi, tu avais ça sur le board qui a tapé sur le géant la trade. Tu poses ton tranche paille qui t'affligera à ta tête que 4. C'est très bon. Anéantissement. Alors, donc ça c'est une nouvelle carte aussi qu'on va présenter juste après, mais je la présente aussi en synergie avec celle-ci. Donc le vautour malade, 3-5 pour 4. Une fois que votre héros a subi des dégâts pendant le tour, invoque un serviteur aléatoire coûtant 3. La synergie est simple. Si tu as le vautour posé au tour 4 ou au tour 5 et que tu joues ça juste après, ça va invoquer une créature. C'est une synergie pas si farfelue que ça, qui peut se produire dans un nouvel archétype démoniste dégâts face, dont je crois pas du tout. Je pense que cette carte elle a sa place dans un deck contrôle, en un exemplaire peut-être. À voir. Mais je crois pas à un archétype dégâts dans la tête. On verra. Donc ça, je l'ai présenté. Appel du vide. Alors, j'ai mis synergie notable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des synergies qui existent dans le jeu, qui sont peut-être pas jouées, mais qui doivent être notées à mes yeux. C'est-à-dire que le fait que ce soit un démon, ça va influencer la puissance de cette carte, Appel du vide, qui n'a jamais été jouée. Par contre, à chaque fois que de nouveaux démons apparaîtront, peut-être que son power, donc pardon, sa puissance, son power key, la puissance de cette carte, sera assez bonne pour pouvoir être intégrée dans un deck. Bien évidemment, ce n'est toujours pas le cas. Beaucoup de démons nuls, etc. Mais s'il se trouve qu'il commence à y avoir beaucoup de bons démons, ça va peut-être être joué. C'est un peu comme les mechas du Dr. Boom, quoi, avec Assemblage Omega, qui est bien différent de celle-là, je le conçois, rien à voir. Mais les mechas sont tellement bons que c'est toujours joué, quoi. Synergie notable. Une autre synergie notable, donc découvre un démon, c'est la même chose. Pareil pour celle-là, projet d'arme démoniaque, pardon. Tu peux récupérer cette carte dessus. Plaie funeste aussi, donc ça rajoute une 7-5. Ça augmente un peu le power creep de plaie funeste, parce qu'il est clair qu'on a juste pas envie de récupérer des démons, genre la 1-3, la 0-1, le diablotin des flammes, etc. Mais une 7-5 c'est bien. Et voilà, donc ça note 3 étoiles. Pourquoi 3 étoiles? Je pense que c'est une carte sous-estimée. Honnêtement. Je pense que c'est une carte qui aura sa chance, qui sera testée, mais qui ne, ne sera pas assez impactante, assez puissante pour être mise dans tous les decks, clairement. Je pense que c'est une carte qui sera testée, que les gens ont sous-estimée, mais qui se trouve sera assez bonne pour rentrer dans certains archétypes. Les seules difficultés que j'ai, c'est que comme j'ai dit que la quête pour moi, ça ne sera pas forcément très joué, et c'est probablement le deck contrôle démoniste sur lequel on se dirige. Dans quelle place on trouverait ça? Quelle place elle aura, pardon. Ça, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que j'ai mis 3 parce que c'est une carte totalement ok. En arène, ça sera très très fort. Très très fort. Enfin, très très fort. On construit, c'est pas que j'ai de l'espoir. C'est une carte qui aura son moment de test et qui, pour moi,
sera joué dans les archétypes contrôle, ou need sur le board un peu démoniste. Voilà. Si ceux-ci sont joués. Je donne 3 pas plus, parce que je suis un peu sceptique par rapport à ça. On passe à la suite. Le vautour malade, qu'on avait vu juste avant. 3-5 pour 4, statistique très bonne. Une fois que votre héros a subi des dégâts, pendant votre tour, invoque un serviteur aléatoire coûtant 3 cristaux. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? À partir de combien c'est rentable? Comment ça joue? Cette carte est rentable, clairement, clairement rentable, à partir du moment où l'effet s'active une seule fois. Si l'effet s'active une seule fois, cette carte est rentable, elle a fait son travail. Si tu la joues au tour 6 et que tu joues pouvoir héroïque à côté, elle a fait son travail. Si tu la joues et que tu joues au tour 5 un diablotin des flammes à côté, elle a fait son travail. Si tu la joues au tour 4 et que le tour d'après elle n'est pas gérée, tu joues des choses qui te font des dégâts à la tête, elle est rentable. Diablotin des flammes, pour moi, meilleure synergie avec. Il est clair que ça sera joué dans un deck Zo qui prend le board, ça crée des créatures, ça prend le board. Pour moi, c'est la meilleure carte avec laquelle comboter. Déjà parce qu'elle a joué dans tous les decks Zo depuis le début d'Hearthstone, le Diablotin des flammes. En plus de ça, ça coûte 1, ça se curve parfaitement avec ça. C'est pas cher, donc au tour 5, tu peux les mettre les deux. Donc tu auras une 3-5, une 3-2 et un tour 3 aléatoire. Un tour 3 aléatoire, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Et tu as une 3-5 qui est une priority target, qui doit vraiment se faire descendre. Parce que si tu la descends pas, les tours prochains, probablement tu as encore des diablotins, peut-être d'autres choses à comboter avec. Donc diablotin des flammes, tu viens vraiment rendre cette carte encore vraiment, 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 vraiment plus puissante. Alors, position ténébreuse. Une carte qui n'a passé inaperçue, qui n'a jamais été jouée par personne. Une carte pitoyable, je dirais même ridicule. euh, qui n'a jamais eu, même pas été test, je pense. Mais j'ai toujours aimé cette carte, bizarrement. Je l'ai essayé, je l'ai testé, c'est nul, les démons sont nuls. Mais il y a quelque chose dans cette carte. Il lui manquait quelque chose. Et j'ai l'impression, peut-être je m'emballe, peut-être, que c'est ça ce qui lui manquait. C'est-à-dire que, quel était le problème de cette carte? On va parler de cette carte. Le problème, c'est que ça coûte 1, ça découvre un démon. Est-ce que si la carte c'était coûte 1, découvre un démon, est-ce qu'elle serait jouée? Non. Non, elle serait jamais jouée. Toutes les cartes qui coûtaient 1, qui découvraient un râle d'agonie chez le voleur, elle n'a pas été jouée. Découvre un taunt, une provocation chez le guerrier, ça n'a pas été joué. Tous ces trucs-là qui découvrent tour 1, juste une chose. T'avais celle du voleur qui découvrait une classe en face, peut-être un peu jouée, mais bon. N'a pas été jouée. Celle-là, même si elle n'infligeait pas 2, elle ne serait pas jouée. C'est inflige 2 à vous-même. Donc, cette carte, c'est entre guillemets inflige 2 pour votre héros. Parce que faire ça sur une créature adverse, c'est de la stupidité. Une créature alliée, pardon. C'est-à-dire que cette carte, c'est pas possible de la jouer sur une créature alliée. C'est trop nul. Découvre un démon pour infliger 2 à une de tes créatures, c'est nul. C'est nul. Donc, inflige 2 dégâts à ton héros, découvre un truc. Non. Ce qui lui manquait, c'est exactement ce que le vautour lui apporte. Le fait que tourner à son avantage les 2 dégâts. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas ce côté négatif dans la carte, elle ne serait pas jouée. Donc me diriez-vous, il n'y a aucun espoir pour cette carte. Ben non, vu que maintenant le fait de donner 2 dégâts est un effet positif complètement, avec cette carte bien sûr sur le board. Mettre 2 dégâts pour invoquer un tour 3 et découvrir un démon pour 5, c'est pas incroyable non plus, mais c'est très bien. C'est jouable en tout cas. C'est ça que je veux mettre en œuvre. Je ne suis pas en train de dire que c'est la chose qui va révolutionner la méta. Je dis juste que c'est jouable. Là, elle est injouable. Cette carte est injouable à l'heure qu'il est. Là, elle va peut-être être jouable. Même si un archétype Zo ne va pas forcément découvrir des démons, ils s'en fichent et tout. Peut-être l'émergence d'un nouvel archétype qui prend des dégâts dans la tête, qui invoque des trucs, où le vautour malade serait un peu, pas la final curve, peut-être la final curve, mais la carte autour de laquelle jouer, peut-être, on verra. Bombe spirituelle. Alors, bombe spirituelle ne coûte pas 2 actuellement, elle coûte 1. Elle a été up, elle a été donc, comment dire, elle a été améliorée par Blizzard pour essayer de la rendre un peu plus jouable. Elle n'a jamais vu le board encore. Bombe spirituelle. Pour 1 de mana, inflige 4 points de dégâts à un serviteur et à votre héros. Encore une fois,
pour un mana, ça combote parfaitement. Ce qui est bien avec ce genre de cartes qui, plus restent sur le board, plus elles sont utiles, c'est des cartes qui combotent avec pas cher. Et là, on en a vu une, deux et trois. Il y a trois outils pour venir aider cette carte, qui de base est quand même solide. Donc en fait, on est dans une situation où on peut infliger 4, qui, la plupart du temps, trade pas mal de créatures à ce niveau-là. Inflige 4 pour toi, c'est vrai, mais potentiellement créer un tour 3 sur le board. Peut-être on la verra jouer, on verra. En tout cas, c'est une synergie à noter. Sorcière de sang. 3-6 pour 4. Au début de votre tour, inflige 1 point de dégâts à votre héros. Carte qui est sortie à Witchwood, donc le bois maudit, qui n'a jamais touché le board quasiment, à part en arène. Et qui a des statistiques très ok. 3-6, c'est très ok. Et inflige 1 point de dégâts à votre héros au début du tour. Intéressant. Intéressant. Encore une fois, je ne sais pas. Si par exemple tu joues cette carte, la sorcière de sang, avant et qu'ensuite tu poses le vautour, bien évidemment, il faudra attendre un tour. C'est ça le souci de cette carte. Pour que la sorcière active son effet et que le T3 soit récupéré. Entre temps, l'adversaire peut soit gérer cette carte, soit gérer le vautour. Tout peut arriver. Donc c'est une synergie notable, mais c'est pas au niveau de ce que j'ai montré juste avant, notamment le Diablotin. Mais c'est à noter. Je n'ai pas mis les autres cartes de l'extension Bois Maudit qui synergisent avec les dégâts que prend ton héros, notamment la chauve-souris qui invoque de 1-1, ou encore la 4-6, il me semble, oui, pour 5, qui gagne lifesteal si votre héros subit des dégâts pendant ce tour. Si un archétype prend des dégâts au héros sort, elles seront mises dedans probablement, quoique pas sûr. Mais je trouve pas incroyable. Bref, passe à la suite. Le bombardier fou. Aïe aïe aïe, très sous-estimé cette carte. Très très sous-estimé. Bombardier fou. Tu poses le vautour, tu poses le bombardier fou. Le bombardier fou met 3 bombes dans ta tête. Tu invoques 3 tours 3. Meilleure carte. Ça ne marche pas du tout. Vautour, 4 étoiles. Pas 5 étoiles, bien sûr. C'est pas le truc que je vais voir dominer la méta, 5 étoiles. Vraiment, 5 étoiles, c'est un truc qui a pas de défaut et qui est dans un archétype qui va marcher. Et qui va jouer dans plusieurs archétypes. C'est ça pour moi 5 étoiles. C'est comme on l'a vu avant avec le sort du druide qui sera joué quasiment dans tous les druides contrôle. C'est pas possible de pas jouer cette carte. Avec Plaidé Burlac, c'est pas possible, c'est une carte trop forte. Ça, on est sur du 4 étoiles. Très puissante carte. High priority target. Vraiment, tu dois tuer cette carte tant qu'elle est sur le board. Jouable dans un. Moi, je mets 4 étoiles parce que je pense que le zoo sera clairement jouable. Qu'il y aura des tests avec cette carte. Qu'il manque peut-être d'autres cartes qui infligent des dégâts à ton héros qui soient un peu plus costauds, comme le Diablotin. Lui, c'est vraiment costaud. Ça, moi je vais tester, mais on verra. Ça, c'est peut-être pas ce que veut faire le zoo, faire des dégâts et tout. On verra. Mais en tout cas, c'est peut-être un peu ça qui manque à cette carte, mais 4 étoiles. La carte est bonne et je pense qu'elle sera jouée. Embaumement diabolique. Embaumement. Purée, j'arrive pas à le dire. Embaumement diabolique. Donc on l'a vu tout à l'heure. Détruire un serviteur pour 4. On l'a comparé même au sort du démoniste potion, il me semble de. Bref, potion un truc de la cabale, un truc comme ça. Qui détruisait une créature et qui te faisait perdre un cristal de mana. Là, on met 3 diablotins. J'ai pas trop envie de les comparer. Chacune a ses forces, chacune ses faiblesses. Enfin, elles ont la même force, mais des faiblesses vraiment difficiles à comparer, je trouve. Parce qu'elle, elle peut être utile avec la quête. Mais je l'ai comparé donc avec Rafam. Je l'ai synergisé, pardon. Tu mets 3 diablotins dans ton deck qui a un effet négatif et finalement ils se transforment en 3 légendaires. Que dire de mieux? La quête, ça synergise pas mal avec ça, hein, mais pas aussi bien que Rafam, clairement pas. Parce que avec 3 diablotins dans le deck, c'est vrai que tu les pioches, tu avances la quête, mais tu pioches une 1-1 quand même. Alors que là, t'es même plus obligé de les piocher, tu les transformes en légendaires. Ça te donne encore plus de temps pour t'éloigner de la fatigue et tout. Rien à dire. Si cette carte est jouée, Rafam sera dans le deck. Et vice versa, je pense.
Détection des démons. Alors, pourquoi j'ai mis détection des démons? Là, je suis parti chercher un peu loin. Vous me direz pourquoi je vais jouer détection des démons pour piocher 2-1-1 dans le deck. Alors, j'ai mis cette carte. Détection des démons est jouée en un exemplaire dans le deck, on va dire, rebondissement, qui utilise cette carte, qui est une très bonne carte, hein, qui est un démon, une 4-6 pour 6, qui, provocation, qui lorsque vous la piochez, cette carte vous rend 4 PV à votre héros. Donc c'est une carte qui avec rebondissement revient, qui peut te faire te heal plusieurs fois, sans que tu aies besoin de la jouer. Et elle est, détection des démons est jouée, tout simplement pour piocher ces démons-là, qui vont te permettre de heal, de soigner ton héros. On jouait notamment 2 exemplaires de ça, et un Jaraxxus parfois, j'ai vu, comme ça fait 3 démons, détection des démons, un exemplaire qui peut aller chercher, si tu as déjà pioché un démon, qui peut chercher les 2 autres, etc. Des, des- des- Pas les decks les plus forts de la méta, bien sûr, mais des decks intéressants. Pourquoi détection des démons? En fait, à un moment donné, il y aura probablement un moment, peut-être pas dans le deck rebondissement, parce que dans le deck rebondissement, il suffit de remettre ces cartes-là dans ton deck pour les repiocher, etc. Il y a toujours des possibilités. Mais dans un deck, donc sans rebondissement, dans un deck qui n'est pas, qui ne joue pas la quête, juste un deck contrôle, qui jouerait ça, donc embobement diabolique, détection des démons n'est pas nul. Parce que toi, tu veux piocher ça, ce genre de démon que tu mettrais dans ton deck, mais si par exemple ces démons-là ont déjà été piochés, au moins ça ne sera pas une carte morte. Parce qu'il y a des situations où cette carte est dans le deck. Cette carte, quand elle marche, elle est très bonne, hein. Ça pioche parfois 2 mers découvertes à Aranasi qui te heal de 8. C'est énorme. Mais parfois, tu pioches rien, elle sert plus à rien, c'est une carte morte. Donc ça va te faire piocher 2-1. Vous me direz, putain, c'est 2-1, c'est nul. Mais c'est pas ça, c'est le fait d'épurer ton deck. Donc c'est une synergie notable. Là, je suis pas en train de dire c'est où ces trucs. Je pense que c'est important de le dire. C'est peut-être des trucs qui passeront inaperçus à un moment et qui seront découverts peut-être plus tard. Des synergies intéressantes à noter. Godfrey. Pourquoi j'ai mis Godfrey? Là, encore une fois, c'était un peu farfelu. Je voulais trouver une utilité. Pourquoi j'aurais un démon 1-1 dans mon deck? Si je le pioche, il sert à quoi? Est-ce que je le joue? Est-ce que je fais quoi avec? Je me suis dit que le démoniste, en général, tu joues un démoniste contrôle, tu vas pas jouer de serviteur à 1 de vie. Et si l'adversaire n'en a pas, Godfrey, qui est une carte très 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 forte, verra son utilité vraiment diminuer. Alors que là, grâce au fait que tu mettes 3-1-1 dans ton deck, entre temps la partie passe, tu vas peut-être en piocher un, il pourra toujours être gardé dans ta main pour synergiser avec Godfrey, en fait. Qui permettra au moins d'activer 2 fois et peut-être de snowball et détruire tout le board, juste grâce à cette 1-1. Peut-être que l'adversaire n'a pas une créature avec 1 ou 2 points de vie, peut-être que ça commence à 3. Cette 1-1 peut être vraiment très utile, je pense. Et tu joueras probablement pas de créature à 1 PV. Bref, 3 étoiles. Pour moi, une carte solide. Tu tues pour 4 une créature. Tout le monde a sous-estimé la potion qui était à l'époque de Gadgetzan, qui détruisait une créature, qui détruisait un Crystal Mana. Tout le monde l'a sous-estimé, tout le monde. C'est pas la même chose parce qu'elle était dans un deck Reno, donc il y avait la place. Il y avait aussi le fait qu'il y avait beaucoup d'AOE qui venaient l'épauler, il y avait beaucoup de choses, j'avoue. Mais c'était joué. Là, on peut lui trouver une place, je pense, notamment avec Rafam, c'est incroyable. Avec la quête, c'est totalement jouable, voire ça va être joué. Et notamment avec les petites synergies que j'ai proposées, peut-être dans un deck juste contrôle, comme ça, sans synergie. Il y a des choses à faire. Donc 3 étoiles, c'est une carte très correcte et on la verra. La marchande périmée. La marchande périmée. Une 2-1 pour 2. Cri de guerre, vous défaussez de votre carte la plus coûteuse, Raldaguni, on ajoute 2 copies dans votre main. Putain. J'ai vu des gens parler de cette carte et bizarrement, je les ai pas vus parler de ça. Elle existe toujours, je me trompe pas. Astakan, on est d'accord. Quand vous défaussez, place 2 copies dans votre main.
vous défausse la carte la plus coûteuse. Il est clair que tu vas construire ton deck autour, tu vas la mettre comme quoi la carte la plus coûteuse. Tu la joues, tu la défausses. Il y en a deux qui reviennent dans ta main. Ça meurt, ça en met deux autres. T'as 4. T'as 4 fucking grande prêtresse J-Click dans ta main. Grâce à cette carte. Juste quand elle est jouée toute seule. 4. Et à côté, tu joues des défausses. Vu que tu as 4 maintenant en main, si tu la joues, ça va probablement défausse que des J-Click. J'ai pas compris. Protectrice des âmes aussi. Bon, après protectrice des âmes, ça coûte 6. Ça coûte 4. Ça, c'est la carte la plus coûteuse. C'est dangereux. Nous, on veut vraiment défausse la grande prêtresse J-Click. Quitte à jouer que des cartes qui coûtent 3 et moins, on s'en fiche. Par contre, ça c'est intéressant aussi avec la carte. Ça se défausse, peut-être ça va se défausser elle-même. Et si tu la joues en 2 exemplaires, on sait très bien comment ça marche. Tu la joues, tu récupères une protectrice des âmes, tu la rejoues, protectrice des âmes, value infini. Donc si tu veux faire un deck démonis value infini, tu es sûr de l'avoir. Grâce au fait que maintenant, on a une carte qui défausse votre carte la plus coûteuse. On a déjà eu des cartes qui défaussent la carte la moins coûteuse de ta main. On a déjà vu ça par le passé. C'était une mécanique intéressante qui n'a malheureusement pas vu le jour vu que le démoniste défaussait un peu faible. Mais là, la carte la plus coûteuse, ça rajoute une autre profondeur au gameplay. Ça va être un peu plus intéressant à jouer avec un défi de deck building plus intéressant et plus intense. Donc voilà, grande prêtresse J-Click. Premier truc qui me vient à l'esprit. Protectrice des âmes, une possibilité. Géant des montagnes. Pourquoi j'ai mis Géant des montagnes? Dans un deck, tout simplement, un deck handlock, avec ta des cartes démonistes, pas de souci, tu joues la marchande périmée. T'es sûr à 1000% de défaut, c'est un Géant des montagnes, il coûte 12. Il coûte 12. Peut-être moins, mais il coûtera probablement celui qui coûtera le plus de ta main. Je me demande d'ailleurs s'il prend 12 ou. Non, il prendra pas 12, il prendra moins. Il prendra le moins. Ouais, il prendra le coût diminue, normalement. Pour 2 manas, tu la joues autour d'eux. Tu défausses ton géant. Elle meurt probablement ou elle va clairement mourir. Elle va pas se faire silence. C'est pas le genre de truc qui se fasse faire silence, ça, d'ailleurs. Ça. Tu peux la tuer toi-même avec un voile mortel, pas de souci. Tu vas récupérer 2 géants dans ta main. Donc, ça va remettre 2 cartes dans ta main, ce qui synergise déjà avec le géant, et 2 géants en plus. Des cartes qui sont très très fortes et qui aiment avoir beaucoup de cartes en main. Tu fais ça 2 fois au cours de la partie, tu as 4 géants joués, je vous laisse deviner, le démoniste a toujours apprécié jouer les géants des montagnes. Franchement, juste dans un deck sans défausse comme ça, juste avec un deck géant des montagnes standard où tu es sûr de le défausser quasiment, je trouve ça fort. Undasta. Pourquoi j'ai parlé d'Undasta? Bon, ça je vais chercher loin. Mais si tu joues ça et que tu. Bon, Undasta coûte 9, donc ça va être elle qui va te défausser si elle est dans la main. Si donc tu en récupères 2, au moment de jouer Undasta, tu peux taper une autre Undasta qui vient, peut probablement, qui tape, qui met une bête. C'est vraiment une carte. Bon, c'est une combo où je vais chercher un peu loin et elle est beaucoup moins intéressante qu'un géant des montagnes qui, entre vous et moi, je pense que ça vous fait envie de tester. Pareil pour la grande prêtresse J-Click, peut-être pour la protectrice des âmes. Là, c'est un peu moins intéressant, je suis d'accord, mais ça vaut le coup d'être noté. Docteur Morrigan. Docteur Morrigan qui coûte 6 maintenant. 6 pour Blizzard. Qui n'est pas joué, malheureusement, encore. Il n'a pas encore trouvé sa place. Ça peut venir. Coûte 6 mana, 5-5. Râle d'agonie, échange cette carte avec un serviteur de votre deck. Le truc, c'est que maintenant, si tu la défausses et que tu en récupères 2, donc ça fait 2 Docteur Morrigan, tu joues la première, supposons qu'elle meurt. Tu joues la deuxième, qui peut ramener la première, qui peut ramener la deuxième, qui peut ramener la première, qui peut ramener la deuxième, etc. etc. Ça peut vite devenir un combo infini. On le voit un peu avec le deck qui remet des cartes dans le deck, des monistes. On voit parfois il y a des situations où il y a plusieurs Morrigan. Si tu set up un bon comment ça s'appelle, mettre des poupées d'Oriane, etc., ça peut le faire. Là, c'est plus simple, je trouve, à mettre en place. Et ça peut, sans silence, ça peut devenir vite ingérable, notamment pour le guerrier et ce genre de choses. Toujours des docteurs Morrigan qui reviennent chaque tour, ça peut être pas mal. À noter, en tout cas.
Le dinomancien cruel. Oh là là là. Voyage au centre d'Angoro. Ne vous inquiétez pas, c'est en wild. Blizzard, rien à foutre du wild. Pas de soucis. Oh là là là. Invoque un serviteur aléatoire dont vous vous êtes défaussé pendant cette partie. Je répète. Invoque un serviteur aléatoire dont vous vous êtes défaussé pendant cette partie. Tu vas mettre 4-4 dans ton deck, ok? Tu mets 2 marchands de périmés, 2 dinomanciens cruels. Tu mets n'importe quoi avant. Qui coûte moins de 6, bien sûr. N'importe quoi. Des flammes infernales, des ombres flammes, ce que tu veux, on s'en fiche. Tu mets n'importe quoi. Tu joues ça. Tu vas chercher au mulligan, bien sûr. Et l'autre aussi. Tu joues ça. Tu défausses ça. Elle meurt, tu récupères 2 dinomanciens cruels. Tu joues un dinomancien ou le deuxième. À vie, à vie, à vie. Ils vont revenir sur le board. Râle d'agonie invoque un serviteur aléatoire dont vous vous êtes défaussé dans cette partie. Vu que c'est le seul serviteur dont vous vous êtes défaussé pendant cette partie, il va revenir en boucle. Il va revenir et il aura le râle d'agonie. Il va revenir, le râle d'agonie. Il faudra un silence. Mais le problème, c'est que déjà tu joues 2 dinomanciens dans le deck et que vu que tu vas les défausser et que tu en récupères 2 copies, donc tu en auras 4 en tout. 4, il peut pas silence autant de fois. Bon, à part le Play du Murloc, on n'en parle plus. Play du Murloc, on n'en parle plus. Même ouais, Play du Murloc, on n'en parle plus. C'est fini. Et Play du Murloc, on n'en parle plus. Mortal Coin, Voile Mortel, pardon. Qui est tout simplement, je trouve, une combo très intéressante dans ce genre de deck. Je pense que ça sera joué pour 2 raisons. La première, c'est que comme on l'a dit, si on veut le mélanger dans un démoniste défausse, on voudra que la grande prêtresse soit probablement la carte la plus chère pour être sûr de la défausser. Donc à ce moment-là, on aura beaucoup besoin de cartes qui coûtent pas cher. Déjà, c'est un argument. Et en plus, ça combote super bien avec la marchande périmée, ce qui te permet d'empêcher les silences ou la plaie des murlocs sur ce genre de carte. Tu joues, hop, tu récupères tes 2 trucs. C'est super, magnifique. Et en plus de ça, ça coûte pas cher, c'est un sort, donc il n'a pas le risque d'être défaussé. Pareil pour, comment ça s'appelle, un deck où tu jouerais pas forcément la défausse, mais les géants des montagnes et tout. C'est tout simplement une carte en plus qui ne vient pas déranger le géant des montagnes à être défaussé. Parce qu'il faudra faire attention au deck building, comment est géré. Parfois le géant il coûtera 4, défaussé, c'est peut-être pas la carte qui coûte plus cher. On verra, on verra. Mais j'y crois, moi. Et 3 étoiles. Pourquoi j'ai mis 3? Je suis con. Il y a des raisons, il y a des raisons, il y a des raisons. Le méthodique du passé a dû avoir ses raisons. Voilà. Là, de ce que j'ai dit, du truc, c'est vrai que ça mériterait un 4 parce qu'il y a plein de combos différents, plein de possibilités. C'est vraiment une carte intéressante qui va ouvrir plein de possibilités, notamment avec des géants, de la défausse, pas forcément de la défausse avec des combos. J'ai mis 3 parce que, encore une fois, j'étais obligé d'être pragmatique. J'y crois personnellement, mais il faut être objectif un peu, même si la notation est subjective. La défausse, même si elle est contrôlée, on l'a vu, c'est différent. Celle car c'est la meilleure défausse, je suis totalement d'accord. Elle pourrait mériter un 4, mais j'ai mis 3. Parce que c'est une carte qui est totalement ok, on est tous d'accord là-dessus, qui est forte même, mais j'ai peur qu'elle ne trouve pas sa place, c'est tout. C'est pour ça que j'ai mis 3 et pas 4. 4, c'est une carte qui trouve sa place dans la méta. Voilà la différence entre 3 et 4. 3 et 4, ce sont des cartes les deux qui sont fortes, voire très fortes, pour celles qui coûtent 4. Une, elle a sa place dans sa méta qui l'attend. Elle a la place dans la méta. Hop, il y a cette place pour toi, tiens, prends-la. Genre, pas de souci. Bah, des abeilles par exemple, carte du druide. Ah, le druide a besoin dans son deck contrôle de cartes qui vient chercher en early une créature dangereuse et tout. Tiens, ta place elle est déjà faite. Tu as 4 étoiles minimum. Là, sa place n'est pas déjà faite. Il n'y a pas un deck, comment ça s'appelle, un deck défausse qui est mis en place sur le leader. À mon insu, peut-être y en a-t-il un qui a un bon win rate, mais j'y crois pas. Donc elle n'a pas sa place en fait. Il n'y a pas un deck où on va dire ah, elle vient se rajouter à ce deck qui est très fort déjà. Démonis, comme je l'ai dit, il est peut-être un peu au-dessous de certaines classes. Ce genre de carte, c'est peut-être ça qui va l'aider à revenir sur le devant de la scène, c'est vrai. Mais c'est peut-être aussi
les autres cartes qui vont pas être assez bonnes ou la méta pour essayer d'aider cette carte. Cette carte a besoin de soutien pour être forte. Je sais pas si elle l'aura. 3 pour moi. Plaie des flammes. Nouveau sort pour le démoniste. Pour un, détruit tous vos serviteurs. Pour chacun, détruit un serviteur aléatoire. Donc pour un mana, tu détruis tous ces serviteurs. Donc par exemple, tu en as 3 et tu détruis autant de serviteurs en face. Bien évidemment, si tu as 7 serviteurs et que l'adversaire en a un, si tu utilises ce sort, tes 7 serviteurs vont mourir. C'est pas un serviteur qui va mourir et un serviteur en face. Faut pas, c'est important à noter. C'est détruire tous vos serviteurs, point. Pour chacun, détruire un serviteur adverse aléatoire. Donc tu détruis d'abord tous tes serviteurs, puis on voit ce que l'adversaire a. Déjà, ça c'est à noter. Première combo, manœuvre de Rafam. Je pense que tout le monde y a pensé. Pour 3, ça peut vite monter. Ça peut vite devenir n'importe quoi. Supposons que tu les gardes les deux en main de départ, un truc comme ça. Pour contrer probablement un mage géant. Je sais que j'en parle assez souvent, mais c'est vraiment... Quand il sort avec 4 gardes géants, truc, il a 4 géants, c'est mort. Il faut juste une baston, un truc comme ça pour le gérer stay collective. Mais ça, c'est peut-être une alternative. C'est-à-dire que si là tu la gardes en main de départ, tu as la manœuvre qui à la fin du tour invoquera 2. Puis à la fin du tour 2, elle invoquera 3. À la fin du tour 3, elle invoquera 4. Et donc si tu la joues au tour 4 en combo avec ça, donc 1 mana et 3 mana, ça fera à détruire 4 serviteurs pour 4. Très fort. Mais dans quel deck jouer? Dans un démoniste contrôle Ça, c'est typiquement le genre de combo que j'aurais vu dans un démoniste Reno, en fait, tout simplement. Parce que le Reno, il a d'autres AOE qui peuvent le faire temporiser, laisser la manœuvre grandir jusqu'à atteindre 7. Et si ça se corse trop et tout, on a un néant distordu pour 4 de mana, quoi. Ça les a. C'est typiquement ce genre de deck dans lequel je le vois. Un deck Reno, t'as le temps, t'as un exemplaire de chaque carte, t'as de la value, t'as du sustain, t'as du contrôle, t'as des créatures. Je dis pas que ça c'est pas bon, hein, mais le jeu, je sais pas où est-ce qu'on va jouer ça. Cercle de Diablotin aussi. Pas, contrairement à la manœuvre où si tu la top deck, c'est terrible. Là, tu es sûr que pour 4, tu auras 4 créatures. Donc pour 5 mana, 1 mana et 4 mana, tu détruis 4 créatures pour 5 mana. C'est très fort. J'ai mis les laquais. Là, il en manque un, le nouveau, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Ça combat très bien avec les laquais. Tu peux jouer un laquais, jouer ça. Peut-être dans un deck, en un exemplaire, dans un deck Zo un peu plus mid-range, laquais, avec la légendaire que j'ai noté 3. C'est peut-être sa place dans un Zo pas complètement agressif, un peu plus value, un peu plus tempo, qui pourrait jouer en un exemplaire cette plaie des flammes, comboter avec... non, pas ça, ça c'est nul, hein. Jouez pas ça. Mais avec des laquais, tu joues deux laquais, voilà. Mais c'est contre-value si les laquais deviennent des 4-4. Ouais, bon, on verra. Un œuf de scarabée, c'est une carte jouable en démoniste complètement, on l'a vu avec sinistre, je sais pas quoi là, sort qui coûte 1. Si l'adversaire gère l'œuf, tu peux tout simplement, allez, un petit coup de plaie des flammes, il y a 3 créatures qui met en face. S'il le gère pas, tu peux le détruire avec un truc, avec notamment la carte là, qui détruit une créature et qui invoque, qui te donne 2 laquais dans ta main. Si tu joues ça au tour 2, tu joues au tour 3 la créature pour 2 qui détruit l'œuf qui invoque donc 3-1-1 sur le board et que tu joues, vu que tu es au tour 3, une plaie des flammes. Pour 3 de mana, tu tues 4 créatures en face. Bon, tu seras jamais amené à faire ça probablement. Mais c'est une possibilité. Tic-tac, parce que c'est tic-tac. Tu poses plusieurs tic-tac au tour 9, je sais pas moi. Tu peux pas tous les trades, c'est impossible. Il y aura des tic-tac qui restent. Voilà. Et même, tu joues 3 tic-tac une à côté de l'autre. Au tour 10 par exemple. Tu joues ça, plaie des flammes, pardon, pour 1. Ce qui tue 3 créatures en face. Et tu récupères un board de 6, mais qu'à 1. Non, c'est tic-tac et bon, c'est une carte trop forte. J'ai mis Invocateur Fou, parce que c'est marrant.
Invocateur fou, cri de guerre rempli de plateau de chaque joueur de Diablota 1-1. Pour 7 de mana, t'as un néant distordu. Est-ce que c'est bon? Non, c'est nul. Voilà, c'est nul. Mais c'est marrant. Et j'ai mis, je pense, la meilleure combo pour la fin. Vraiment une combo vraiment destructrice qui peut même changer la méta d'Hearthstone, quoi. Vraiment. Hein. Irek, la chauve-souris. Cri de guerre, remplis votre plateau de copies de ce serviteur. Une 1-1 pour 8. Des statistiques honorables qui voilà, sont surtout très utiles dans le monde d'Hearthstone avec les Evolve, ce genre de truc. Invoque un serviteur coûtant 8 cristaux. Irek a été très utile dans le monde d'Hearthstone. On est tous d'accord. Une 1-1 pour 8 qui remplit ton board. Donc pour 9, t'as un néant distordu. C'était bien évidemment une blague. C'est une carte dégueulasse qui ne dira jamais sa place sur Hearthstone. Jamais. Jamais sa place sur Hearthstone. Elle est nulle. Suivante. 4 étoiles. J'ai mis 4 étoiles. C'est beaucoup. J'ai mis 4 étoiles à cette carte. Je ne vois pas comment cette carte peut être nulle. Elle coûte 1. Elle coûte 1. Ouais, vous me direz, ouais, mais si t'as pas le board et tout. Mais t'as des solutions. T'as des solutions. T'as des laquais qui coûtent 1. T'as ça, peut-être. T'as ça. T'as des solutions. T'as un défi de deck building qui s'offre à toi. À toi de compléter ce défi pour pouvoir profiter pleinement de cette carte. Mais cette carte n'a pas de défaut en soi. Elle a des qualités, elle a de grosses qualités. Elle a des défauts, mais elle a vraiment en compensation de très grosses qualités. Donc 4 étoiles pour moi. Très bonne carte. Le recruteur du mal. 3-3 pour 5. Pour 3, pardon. Détruit un serviteur, un laquais, pardon, allié. Détruit un laquais allié, très important. Pour invoquer un démon 5-5. Pour 3. 5 étoiles. Voilà. J'ai même pas voulu. Ridicule, ridicule. Je voulais pas en parler tout à l'heure, mais quand j'ai parlé donc de la 4-4 du démoniste, d'ailleurs c'est la dernière carte, mais je vais revenir donc à la carte du démoniste, la 4-4 pour 5 qui transforme tes laquais pendant le reste de la partie en 4-4, il me semble. Ouais, c'est bien ça. Attendez, je vais revenir dessus. Voilà. Je voulais pas parler d'autres cartes pour pas spoil, mais c'est pas que c'est contre synergie. J'ai vu beaucoup de gens dire ouais, c'est contre synergie, j'ai pas envie de détruire un laquais 4-4. Si, bah c'est mieux d'avoir une 5-5 qu'une 4-4 déjà. Déjà, donc c'est. Je m'en fiche de jouer ma. Peut-être que c'est vrai, c'est pas la même value que tu aies une 1-1 pour avoir une 5-5. C'est vrai. Mais c'est toujours mieux. C'est pas contre. Genre, les gens ils disent ouais, c'est contre synergie. Non, c'est pas contre synergie. Tu peux tuer la 4-4 pour avoir une 5-5. Déjà, c'est mieux. Et combien même tu peux avoir la 4-4, taper, faire un trade avantageux, puis la transformer. Donc les deux cartes ne sont pas incompatibles. Ça, c'est n'importe quoi, les gens qui disent ça. Ils ont rien compris. Euh, Par contre, euh, elle est bien meilleure que cette carte. Elle est bien meilleure. Dans les deux cas, pour en profiter, il faut que tu aies des laquais. Mais écoute, euh, là, celle-là, et pour la rentabiliser, il faut plusieurs laquais. Un ou deux hein, pour vraiment la rentabiliser, tu vois. Alors que l'autre, tu as besoin d'un laquais, tu le mets, et ça te met une 5-5. Mais c'est pas une 5-5, c'est une 5-5 et une 3-3. Pour 3. Là, pour 5, tu as une 4-4 qui peut-être va te transformer un laquais sur le board s'il a survécu euh, en 4-4. Mais l'autre, tu as une 5-5 et une 3-3 pour 3, potentiellement. Et ça vient beaucoup plus tôt, donc ça se combatte beaucoup mieux avec les laquais, ça coûte moins cher. L'autre 5 étoiles, sûr. Jouer dans tous les eaux, sûr, 1000%. Ça, on verra. Mais elles sont pas compatibles entre elles, elles peuvent peut-être jouer les deux. Alors j'ai fait le tour. Le démoniste a eu des cartes dans l'ensemble vraiment pas mal, je trouve. Il a eu des trucs bien pour le zoo. Il a eu une AOE, très bonne AOE pour venir contrer des trucs, des gros tons et tout, des trucs qui avancent très vite. Euh, ouais, c'est. Je trouve que le démoniste dans l'ensemble a eu des cartes intéressantes. Ça, c'est une carte très intéressante à se rappeler de cette carte, notamment avec bon, sans Wild, on n'en parle pas. Docteur Morrigan, d'Astanan, Géant des montagnes, souvenez-vous. Ça, j'ai vu personne en parler, souvenez-vous. Protectrice des âmes, pourquoi pas. Grande prêtresse J-Click, ça a l'air fort.
à tester. Euh, L'embaumement diabolique, très bonne carte, très bon ajout à la classe démoniste. J'ai parlé de trucs un peu tirés par les cheveux, mais Seigneur Godfrey avec les 1-1, ça peut être cool. C'est ça Hearthstone, c'est ça que j'aime bien dans Hearthstone. C'est aller chercher et discuter des synergies qu'on voit pas forcément, ne serait-ce qu'en discuter. C'est ça qui apporte la profondeur au jeu. C'est pas, ah, ils ont sorti une 5-5 pour 3 qui charge. Ouais, c'est super, je vais la jouer. Non, c'est discuter au maximum. C'est ça ce que j'essaye de faire en fait. Discuter des trucs. C'est intéressant de se dire que Godfrey peut. Qui aurait cru quoi? Que Godfrey peut s'énergiser avec ça d'une certaine manière. Mais c'est possible. Un bon deck builder, il va. Un vrai deck builder, je te parle de vrai professionnel, il va pas laisser ce genre de choses au hasard. C'est clair et net. Il va aller voir ce genre de synergie. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est essayer de discuter, essayer de voir comment les meilleurs professionnels du jeu d'Hearthstone peuvent réfléchir, à quoi ils peuvent aller. J'ai vraiment essayé de parler de toutes les synergies possibles, toutes les cartes. J'espère que c'était bien. J'ai fait de mon mieux en tout cas. Le vautour malade, très bonne carte Zo aussi. Le Zo, il a le démoniste et le druide, je pense qu'ils ont été bien servis, honnêtement. Même si le démoniste, encore une fois, il est dans une position assez défavorable par rapport aux archétypes qu'il propose. On verra. Par contre, la quête, c'est la carte que j'ai moins bien notée, je pense. Je sais pas, je pense pas que la quête, ce soit l'archétype qui sorte du lot. On verra, peut-être je me trompe. Donc là, on passe à la suite, prochaine vidéo.